Hey, salut tout le monde. Alors on se retrouve pour une partie de Cthulhu Death Medaille. Ça fait un petit moment que j'ai le jeu. J'ai fait quelques parties. Ça date, hein, ma dernière partie date d'un petit moment de ce jeu-là. Pour dire, je crois que je l'avais acheté lors du premier, un peu avant le premier confinement. Hein, voilà, pour situer un petit peu les gens qui regardent la vidéo. Voilà, si jamais vous n'êtes pas en 2020, si vous regardez ça en 2030, sachez qu'en 2020 en France, il y a eu des confinements suite à une pandémie. Voilà, donc je doute que la vidéo reste 10 ans sur YouTube. Mais bon. Du coup, ce jeu, ça fait un moment que je l'ai. J'y ai joué deux, trois fois. J'ai fait quelques parties. C'est super sympa. J'ai pas eu le temps de vous le présenter encore. C'est chose faite maintenant. Voilà, donc cette partie risque d'être un petit peu brouillon parce que ça fait un moment que j'y ai pas joué. Donc il va falloir que je me remette les règles en tête en même temps que je vais jouer. Mais je pense que ça va revenir assez facilement. Alors, Cthulhu Death Medaille, quel est le principe de ce jeu? C'est une sorte de dungeon crawler dans laquelle nous allons jouer des investigateurs. Donc je n'ai pas encore choisi mes investigateurs. Et nous allons devoir interrompre un rituel pour empêcher la venue du grand ancien Cthulhu. Alors dans la boîte, on a, comme grand ancien, on a Cthulhu. Et on a également un autre grand ancien qui s'appelle Astur. Voilà. Donc ça, plus combiné à 6 scénarios, 6 épisodes, ça nous fait 6 fois de 12. 12 combinaisons possibles, parce qu'en fait, du coup, une partie, c'est une association d'un grand ancien avec un scénario. Sachant qu'un scénario arrive avec des monstres qui lui sont spécifiques, ici le vampire de feu et le Biaki, voilà. Et le grand ancien arrive lui avec des monstres qui lui sont spécifiques, à savoir ici les cultistes et la larve stellaire. Voilà. Également arrive avec chaque élément qui crée une partie, que ce soit épisode ou grand ancien, des cartes de mythe. Donc ils sont représentés en bas ici par le nom du scénario ou le nom du grand ancien. Voilà. Et du coup, il se passe des choses lorsque tu déclenches ta carte mythe. Hop, je mets ça ici. Le but du jeu, c'est donc d'arriver à tuer le grand ancien. Alors bon, tuer Cthulhu, c'est quand même un concept. Hein. Normalement, il n'est pas censé être mortel. En fait, nous allons devoir interrompre le rituel pour forcer sa venue dans notre monde et à ce moment-là le tuer. Voilà, grosso modo, chaque épisode, on a une condition qui est indiquée ici, je vais vous la décrire après, qui va nous forcer, qui va être finalement l'objectif de notre scénario, de notre épisode, afin d'invoquer Cthulhu ou Ashtur, tout dépend du grand ancien avec lequel on joue, hein, bien sûr, sur le plateau de jeu, et du coup, il devient à ce moment-là vulnérable. Voilà. Voilà à peu près pour la mise en place. Alors, donc, la boîte est super bien faite, hein, chaque épisode a sa petite enveloppe cartonnée. Excusez-moi. Excusez-moi. Chaque épisode a donc sa petite enveloppe cartonnée dans laquelle tu trouves tous les éléments nécessaires à la réalisation, à la mise en place de l'épisode. Déjà, tu vas trouver le schéma avec les différentes tuiles à utiliser et les différents petits tokens à mettre. Là, tu vois qu'il faut la tuile 10A, la tuile 9, 8A, etc., etc. Donc là, tu crées tes différentes tuiles, ce qui nous donne à peu près ce schéma-là. Voilà. Tu as le nombre de personnages qui sont présents, c'est important, sur le plateau de jeu. Attention. Donc tu as 6 cultistes, un Bianchi, un vampire de feu. Donc le vampire de feu, il est là. Franchement, j'adore les figurines. Ah, c'est du Cthulhu, quoi, un vampire de feu qui est ici. Un Biaki ou une Biaki qui est ici. Voilà. Et nous avons 6 cultistes, donc cultistes qui sont présents ici. Sachant que, en réserve,
tu vas mettre de côté les figurines qui ne sont pas indiquées là-dedans. Donc, quand on dit que tu joues avec les cultistes, tu prends les 10 cultistes de la boîte, tu mets ce nombre de cultistes sur le plateau de jeu, et les 4, tu les laisses en réserve, parce que du coup, des cultistes peuvent apparaître. Il en est de même pour le vampire de feu, ils sont 2, et pour les Byaki, ils sont 2. Ça, c'est pour le scénario. Pour le grand ancien, donc lui, il arrive avec des cultistes et une larve stellaire. La larve stellaire, elle ne rentre pas en jeu tout de suite, la larve, elle est là. C'est une espèce de mini Cthulhu. Voilà. Tu retrouves également sur les feuilles des personnages ici leurs caractéristiques, leur nombre de points de vie, 2 points de vie, 7 points de vie, le nombre de dés qu'ils lancent quand ils attaquent, 2 dés verts pour le cultiste, 3 dés noirs pour la larve, et un petit texte d'ambiance. Voilà, le cultiste libère la puissance de Riley, ou alors elle, quand elle attaque, ou quand elle est attaquée, pendant qu'elle se trouve sur une zone Riley. Donc les zones Riley, ce sont les zones avec ces petits tokens-là, que tu lupons régulièrement au cours de la partie. On ajoute 2 dés noirs au test, 2 tentacules au test. Non, c'est pas 2 dés noirs, on ajoute 2 tentacules au test. Alors les tentacules, c'est pas cool. Pareil pour les vampires de feu et les Byaki, qui ont des effets. Typiquement, là, il attaque avec 2 dés noirs, 1 dé vert. Quand il attaque, place d'abord un pion feu dans la zone. Quand il attaque, chaque étoile compte également comme un succès pour lui. Voilà. On retrouve également au dos de la carte de l'épisode 1 un petit descriptif et de ce qu'il faut faire par rapport à la mise en place du scénario. On te dit que pour éteindre le rituel, tu dois détruire 4 des 5 labos. Alors les labos, ce sont ces petits tokens qui sont positionnés sur la map, qui sont du coup représentés ici. Là, tu as des labos. Voilà, là, tu as les labos qui sont ici. Là, c'est un escalier qui te permet d'accéder à ici. Et de là, tu vas de là. Là, c'est les tokens de feu, les emplacements des bonhommes, les emplacements des portails par lesquels vont spawner les monstres. Et là, c'est la zone de départ des personnages. Donc pour détruire le rituel, pour interrompre le rituel, on te dit qu'il faut détruire 4 des 5 labos en leur infligeant un total de 4 blessures minimum à chacun, en effectuant l'action détruire du matériel. L'action détruire du matériel, c'est une action qui est spécifique au scénario. Parce que par défaut, ton personnage, il a des actions, voilà, une action de course, une action d'attaque, une action de repos, une action d'échange. Ça, c'est les actions qui peuvent tout, enfin, voilà, accessibles par tous. Et des actions d'épisode. Typiquement celle-ci. Donc, dans cet épisode-là, tu as 2 actions spécifiques à l'épisode qui sont détruire un matériel du labo. Donc, tu effectues un test contre un labo si tu es dans la zone, qui ne compte pas comme une attaque. Hein. Ce qui est important à voir, parce que même si tu attaques le labo, ça ne compte pas comme une action d'attaque. Chaque succès inflige une blessure à labo. Donc, les succès, ce sont les points d'exclamation qui sont sur les dés. Voilà. Ça, c'est un succès. Les tentacules, c'est les signes des anciens, généralement ça signifie rien, sauf si c'est spécifié, typiquement dans le Bianchi. Et ça, c'est de la tentacule, c'est de la folie. Ça te fait perdre 1 point de santé mentale. Voilà. On verra ça tout à l'heure. Du coup, détruire le matériel, okay. Donc quand tu fais des succès, tu infliges 1 point de dégâts, une blessure au laboratoire. Quand le laboratoire a subi 4 blessures au plus, il est détruit, tu retournes le pion labo et tu appliques son effet. Parce que derrière les pions, il y a des petits effets, pas forcément sympathiques, qui peuvent se déclencher. Tu peux également éteindre un feu. Tu effectues un test. Pour chaque succès, tu retires un pion feu de la zone. Tu remarques que dans la zone, il y a des jetons de feu qui sont là, là, là. Alors ces jetons feu, ils sont pas là pour la blague. Hein. Ils sont embêtants. C'est-à-dire que dès que tu vas rentrer dans la zone, ça va bien se passer. Par contre, quand tu vas en sortir, tu vas transporter avec toi le feu. Hein. Donc tu vas choper avec toi un feu que tu vas mettre sur ta feuille de personnage. Et il va se passer des trucs avec ces jetons feu à la fin. Voilà, donc ça, ce sont les 2 actions
du scénario, en plus des actions possibles de ton personnage. Qu'est-ce qu'on voit de plus sur la feuille du personnage? On a quand le grand ancien progresse, c'est-à-dire que quand il progresse sur sa piste de progression ici, quand il avance une case ici. J'enlève ce petit truc qui ne sert pas à grand-chose pour l'instant. Quand il progresse, il se passe quelque chose. On place un pion feu dans chaque zone sans feu occupée par des cultistes. Voilà, donc vous pensez à faire que dès que lui progresse, on fait cette action-là. Donc ça, c'est pour les actions de l'épisode. On a également le grand ancien qui a des cartes d'aspect. Donc tant qu'il est immatériel, tant qu'il n'est pas été invoqué, on reste à l'aspect 1. À partir du moment où il est invoqué, on passe à l'aspect 2. Dès qu'on a vaincu l'aspect 2, on fait l'aspect 3. Et dès qu'on a vaincu l'aspect 3, on fait l'aspect 4, etc., etc. Et du coup, chaque aspect a un petit texte explicatif de savoir ce qui se passe. Quand Cthulhu progresse, donc quand il avance sur cette carte de progression ici, on place un jeton Riley dans la zone du personnage. S'il y en a déjà un, on place le jeton dans la zone la plus proche qui n'en contient pas. Une zone, qu'est-ce que c'est? Une zone, c'est une tuile délimitée par des portes. C'est un peu ça. Là, on a une zone. Ça, c'est une zone. Là, c'est une zone. Même si c'est sur la même tuile, tu vois qu'il y a des portes ici qui te permettent de passer de l'un à l'autre. Ça, c'est une zone. Ça, c'est une zone. Ça, c'est une zone. Ça, c'est une zone. Une zone. Une zone. Enfin, voilà. Tu as compris le principe, quoi. Également, tu invoques un cultiste sur chaque zone Riley. Voilà. Alors, quand tu n'as plus de figurines à invoquer, ça s'arrête là. Tant pis. Enfin, tu peux pas en invoquer plus que ce que tu n'as. Ensuite, la larve stellaire se déplace d'une zone dans votre direction. Si elle n'est pas en jeu, invoquez-la sur le portail bleu. Le portail bleu, il est là. Du coup, ce qui peut se passer quand le grand ancien Cthulhu progresse, la larve stellaire est invoquée. Et donc, elle va arriver ici. Alors, un des petits problèmes de ce jeu, c'est que tu peux arriver à un moment, par exemple, où tu peux avoir quelque chose comme ça. T'as Cthulhu qui prend toute la zone, là, d'accord? Donc, t'as Cthulhu. T'as sa larve stellaire avec toi. Tu peux avoir deux cultistes, le Bianchi, et au milieu de tout ça, t'as ton personnage. Voilà. C'est peut-être un petit peu le souci du jeu, c'est que des fois, dans certaines zones, il y a un peu des embouteillages, quoi. Le Bianchi, voilà. C'est ça. Voilà. Donc, on parle de faire progresser le grand ancien. Comment on fait progresser le grand ancien? Eh bien, c'est par ces cartes mythos. Ces cartes mythos, à chaque fin de tour de personnage, on piocher une et la résoudre. Et dès que ce petit symbole apparaît, tout va bien. Si c'est le premier symbole, tout va bien. Si c'est le deuxième symbole, et voilà. Si on pioche un deuxième symbole comme ici, jusque-là, encore, tout va bien. Par contre, quand on va piocher un troisième symbole, quand on va avoir 3 cartes avec des symboles comme ça dans la défausse, là c'est compliqué. Ça veut dire qu'il y a une progression du grand ancien. On va donc appliquer l'effet de progression, on va faire déplacer Cthulhu d'une case, on va appliquer les effets de progression du scénario du grand ancien, et on va remélanger le paquet de mythes. Les cartes mythos. Voilà. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si le grand ancien atteint la zone rouge, qui est ici, en se déplaçant, ou que le rituel est interrompu, on va déplacer l'aspect 1 de côté, l'aspect 1, c'est cet aspect-là, la mettre de côté, pour révéler l'aspect 2. Ça veut dire que Cthulhu s'est matérialisé et arrivé physiquement dans la zone de combat. Voilà. Par contre, on va garder l'aspect 1 qui va quand même se déclencher à chaque fois que tu progresses et réaliser maintenant ces nouvelles actions-ci. Alors, quand Cthulhu a été invoqué, enfin je dis Cthulhu mais c'est pareil pour Ashtur, hein, il est remplacé sur la zone de progression par ce token-là. Parce que du coup, une fois qu'il est là, lui, hop, il arrive sur le terrain, donc peu importe où, hein, c'est indiqué sur sa carte, et après c'est ça qui représente l'avancement. Pensez bien que si on arrive là, il se passe quelque chose de pas cool. Hein. La partie est perdue, tout simplement.
À propos de l'invocation du grand ancien, si le rituel n'a pas été interrompu, il ne peut pas être ni blessé ni attaqué, même s'il a été invoqué par ce biais-là. La seule façon de blesser ou d'attaquer Tulu, c'est que le rituel soit interrompu, et donc de réaliser l'objectif qui est ici. Si Tulu arrive et est invoqué ou Ashtur par le biais de sa progression qui est ici, il arrive sur le terrain, mais si ça c'est pas fait, eh ben tu pourras pas l'attaquer. Lui par contre pourra te défoncer la tête, hein, ça c'est pas un problème. Il y avait une notion importante au niveau des bestioles, les ennemis, voilà. Ça, c'est pour la partie, je dirais, progression du grand ancien, etc. etc. Nous, on va commencer là-bas, ici. Là, on a des cultistes. Là, on a une larve. Là, on a un biaki, etc. etc. Il est important de différencier les ennemis. Le terme ennemi, quand on emploie ennemi, ça renvoie aux cultistes, aux monstres et au grand ancien lui-même. Donc quand une carte parle d'ennemis, c'est les cultistes, les monstres et le grand ancien. Tout ennemi qui n'est ni un cultiste, ni un grand ancien est considéré comme un monstre. C'est-à-dire que cultiste, grand ancien, tout le reste c'est du monstre. Voilà, quel que soit, il y a des loups-garous, je sais pas, il y a des trucs bizarres, c'est du monstre. Voilà. Tout ce qui se rapporte à un cultiste n'affecte que les cultistes. Tout ce qui se rapporte à un monstre n'affecte que les monstres. C'est-à-dire quand on dit qu'une carte dit affecte un monstre, un cultiste n'est pas un monstre. Ça c'est un monstre, ça c'est un monstre. Le grand ancien n'est pas un monstre, c'est un grand ancien. Ça c'était pour la rapide présentation du plateau de jeu. Voilà. Donc je pense que je vais faire deux vidéos, une vidéo de présentation et puis après une vidéo de partie. Hein. Ça sera plus simple parce que j'ai déjà 20 minutes de blabla et on n'a pas encore attaqué les tours de jeu. Voilà pour la mise en place. La mise en place également de l'épisode contient des cartes de découverte. Ces cartes découvertes, on les récupère lorsqu'on fait l'action d'enquêter. Mais pour enquêter, il faut d'abord s'assurer que la zone soit sécure. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'ennemis avec toi, avec le personnage dans la zone. C'est pour ça qu'un personnage, il a donc 3 actions par tour. Donc tu peux faire une course, tu déplaces de 3 zones, une attaque sur un ennemi, un repos, donc il faut que tu sois dans une zone sûre, ça te permet de récupérer 3 vitalité et 3 de stress, on va venir après à ça. Tu peux faire un échange avec un autre personnage et les actions d'épisode. La phase d'un tour, c'est la pioche d'une carte mythe, ici, qui va faire du coup des saloperies au niveau des monstres. Une fois que cette carte mythe est résolue, on va enquêter ou combattre. Donc si tu es en zone sûre, tu vas piocher une carte découverte. Sinon, les ennemis vous attaquent. Tout l'intérêt d'avoir avant réussi à vider une zone avant de s'y déplacer pour enquêter. Si jamais il y a des ennemis dans la zone, c'est la menace. Et après, on résout la fin du tour. La fin du tour, hop, on fait les effets de fin de tour, le feu, lancez un dé par feu sur votre fiche, puis token feu sur la fiche de personnage, puis on défausse les pions, et après, ce que je disais tout à l'heure, le contrôle de la carte mythe et de son déplacement de carte mythe. Étudions une feuille de personnage. Donc là, on a vu rapidement les monstres avec leur dés d'attaque, leur point de vie, le grand ancien, donc avec ses aspects, ses particularités. Donc Ashtur n'a pas de jeton Riley, il n'y a que Tulu qui en a. Les spécificités du scénario, donc là c'est le scénario alchimie blasphématoire dans lequel il faut détruire des labos dans lesquels il y a du feu. Le feu est très important parce qu'il y a une notion de feu. J'en parle après lors des déplacements. Et puis voilà. Étudions maintenant
une feuille de personnage. Donc on va prendre Fatima. Donc je ne suis pas sûr que ce soit avec elle que je joue, mais voilà. Fatima, qu'est-ce qu'on constate sur sa feuille de personnage? Et là on voit un petit... sur son dos, on voit le personnage en grand, et puis un petit blabla explicatif. Alors ce jeu est effectivement peu narratif. Il y a quelques histoires sur les cartes découvertes, des trucs comme ça, mais c'est pas le principal. Le principal, c'est vraiment le gameplay du jeu. Donc ça, c'est cool. On retrouve, donc je vous montre depuis tout à l'heure, un résumé d'un tour d'action. Un tour de jeu. Un tour de jeu, on effectue 3 actions parmi tout ce choix-là. Donc tu peux faire 3 fois la même. Hein. Tu peux faire 3 fois de déplacement, 3 attaques, 3 repos, 3 échanges, 3 actions d'épisode. Voilà. Tu mixes un peu comme tu veux. Tu pioches une carte mythe, tu la résous. Tu enquêtes ou tu combats. Donc en fonction si dans la zone où tu es, tu as des monstres ou pas, ben, soit tu enquêtes, soit ils te tabassent. Et après, tu résous la fin du tour. Nous avons ici une zone de stress. La zone de stress, on va mettre un petit marqueur dessus comme ça à chaque fois. Donc tu pars de 1, et là tu pars de, pareil pour les points de 1. Le stress, ça va te permettre de faire des relances. Tu peux relancer autant de fois ton dé que tu veux. À partir du moment où tu as du stress, tu peux le claquer pour lancer ton dé. La seule limite, c'est d'arriver au taquet ici de ton stress. Quand tu es à 5 de stress, ben, tu ne veux plus lancer de dés. Tu peux récupérer du stress et ou de la vie, une combinaison de 3, quand tu fais l'action de repos. Tu récupères 3 de vitalité ou 3 de stress. Donc si je suis par exemple comme ça, je vais récupérer, donc là j'ai pas eu qu'un point de vie, ça va, donc je récupère 3 de stress, 1, 2, 3, et je reviens là. Voilà. Et ça permet de relancer après d'autres dés. Ce qui peut se passer également, c'est que quand tu es à fond de ton stress et quand on t'impose de perdre un de stress et que tu ne peux plus en perdre, ben tu perds 1 de vitalité. Attention, parce que la vitalité, 1, 2, 3, 4, 5, 6e point de vie, t'es mort. Hein. Et je crois qu'ils ont tous 6 points de vie, les personnages. Nous avons au-dessus la piste de folie, comme dans tout bon jeu Cthulhu. Cette piste de folie commence ici, et donc va jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Hein. Quand tu arrives là et que tu es mort, ben voilà, mort de folie, t'en parles plus. Ah oui, je n'ai pas évoqué les conditions de défaite et de victoire, je ferai ça tout à l'heure. Donc je fais ça maintenant, sinon j'ai oublié. Tu gagnes lorsque tu arrives à tuer Cthulhu, le grand ancien. Ça, voilà. Tu perds si jamais un personnage devient fou. Je crois que c'est ça, c'est un ou plusieurs personnages. Attendez, je ne sais plus trop. Dès qu'un investigateur est tué ou sont dans la folie, la partie immédiatement perdue si le grand ancien se trouve toujours sur la piste d'invocation. C'est-à-dire si le grand ancien est toujours en train de zoner là-bas, là, et que quelqu'un devient fou ou n'a plus de vie, la partie s'arrête là. Par contre, si le grand ancien a été invoqué, que ce soit par la fin du rituel ou parce qu'il a atteint la fin de sa piste, là, même si un personnage meurt ou devient fou, la partie continue. Voilà. Et condition de victoire, il faut tuer le grand ancien. Ta piste de santé mentale, elle est là. Donc tu remarqueras qu'il y a plusieurs petites tentacules qui sont rouges. Ce sont des étapes importantes. Ton personnage a 3 lignes de caractéristiques. Donc pour Fatima, lecture des présages, maîtrise des arcanes et l'agilité. La première ligne est spécifique au personnage. Les 2 autres peuvent être communes avec plusieurs personnages. Typiquement, Rasputin, il a aussi maîtrise des arcanes. Voilà. Par contre, lecture des présages et immortalité, c'est spécifique. Voilà. Tu commences le jeu avec niveau 0, enfin au niveau 1 dans chacune de tes caractéristiques. Voilà. Et quand tu vas arriver à un niveau de folie comme ceci, tu vas pouvoir augmenter de 1 de tes niveaux. Alors celui de tes caractéristiques principales ou un des 2 de tes caractéristiques secondaires, comme tu l'entends. Il y a un petit dé, des fois sur certaines zones de folie, ça veut dire que tu vas gagner un dé en plus à partir de là. Donc par défaut, je crois qu'on lance 3 dés noirs. Tu as 3 dés noirs. Alors le problème de ce jeu, c'est que tu peux très vite manquer de dés, au bout d'un moment, en fonction des équipements que tu peux avoir et des caractéristiques que tu as. C'est chiant parce que je suis arrivé à une partie, je me rappelle, où je lançais je sais pas combien de dés et j'en ai pas assez. Donc il faut noter tes résultats, c'est un peu pénible. Donc tu as 3 dés noirs, et là quand tu arrives là, bah, tu vas gagner un dé vert en plus. Donc du coup, dès que tu vas attaquer, tu vas lancer tout ça. Voilà. Plus les éventuels dés que tu peux avoir là-dedans. Tout simplement. Donc Fatima, sa capacité spéciale, elle, par exemple, à chaque tour, vous pouvez placer la première carte mythe que vous piochez au-dessous du paquet et piocher une nouvelle carte mythe. Si vous le faites, récupérez 2 stress. Donc elle va te permettre de contrôler
les cartes mythes qui sont là, donc de contrôler l'avancée de Cthulhu sur sa piste de progression. Ce qui peut être intéressant. Rasputin, par exemple, il a une mort gratuite. Si vous devez mourir suite à une de vos blessures, revenez à la vie avec pleine de vitalité. Voilà. Donc lui, typiquement, il meurt, pouf, il revient. Sister Bess, typiquement, névrosisme. Quand vous effectuez n'importe quel test, vous pouvez compter une tentacule comme un succès. Mais attention, il compte également comme une tentacule. Voilà, donc elle devient folle, mais en plus, elle peut taper plus fort grâce à ça. Important à noter également, lorsque l'on active la folie, le gain de niveau, on va activer les cartes de phobie. Il y a plusieurs cartes de phobie qui sont là, des dossiers d'arcane, des dossiers médicaux. Chaque personnage va s'en voir affecter un au début de la partie. Et quand on arrive à un passage de niveau, un level up, on va activer la phobie en question. On va lire ce qui se passe. Hypochondrie. Subissez un stress pour chaque blessure que vous avez subie. Si vous n'avez pas de blessure, récupérez tout votre stress. Ne comptez pas les blessures de vos compagnons. On peut avoir des compagnons en jeu qui font office de bouclier. Pyromanie. Enfin voilà, tu as différentes phobies qui rajoutent un petit peu encore de la rejouabilité à ce jeu, ce qui est plutôt cool. Parce que chaque personnage, d'une partie sur l'autre, ne va pas avoir le même fonctionnement et tu ne vas pas le jouer de la même façon en fonction de la phobie que tu vas avoir. Il y a des phobies qui t'imposent plus ou moins d'être tout seul, parce qu'il y a une autre phobie qui va t'imposer d'avoir toujours quelqu'un avec toi dans la zone, quoi. Voilà. Il est important à noter aussi que lorsque tu prends, par exemple, lorsque tu prends des points, des tentacules qui doivent t'amener à un passage de niveau, tu ne dépasses pas. C'est-à-dire que c'est une sorte de barrière jusqu'au prochain lancer de dés. C'est-à-dire que si je suis là et que je me récupère une tentacule, bon, je vais là, tout va bien. Si je suis là et que je me prends 10 tentacules, 10 folies, ben je vais pas en 7-10, hop, ici, ça m'arrête, je fais mon niveau, et les 9 autres, ils sont perdus. Tant mieux, parce que du coup, après, tu peux recommencer. Voilà. C'est que tu ne fais pas si tu prends 10 tentacules, tu fais pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, tu ne prends pas 3 niveaux d'un coup, parce que là, ça monte à une vitesse incroyable, quoi. Voilà pour les personnages. Que dire de plus? Que dire de plus sur les actions de fin de tour? Mince, pardon. Maintenant, on va étudier les actions. Alors, on va pas avoir tous les personnages, mais les personnages, il y en a quand même une belle quantité. Donc, on a Fatima, on a Sister Bess, Névrosime, on a Rasputin avec son immortalité, on a Bordel avec la sauvagerie. Alors, elle, quand vous attaquez, vous pouvez faire une blessure supplémentaire à votre ennemi s'il n'y a aucun autre ennemi dans la zone. Donc si jamais elle tape sur quelqu'un qui est tout seul, il prend cher. On a Yann, un soldat avec un bras amputé, sur de vengeance. Quand vous êtes attaqué, si vous subissez une blessure, fait une blessure à cet ennemi, récupérez un stress. Donc voilà, il a une espèce de riposte. Elisabeth, qui a un tir à distance et qui dispose d'une relance gratuite par tour. Ce qui est intéressant. Adam, qui carbure à la folie, gagnez un dé tant que votre santé mentale est sur une tentacule comme ça. Donc si sa santé mentale reste là, il a toujours un dé en plus. Prière de guérison pour Ahmed. À la fin de votre tour, pour récupérer un de stress ou de vitalité à un investigateur dans votre zone. Ça peut être vous-même. Morgane, c'est une sorte de tank, Morgane, hein, du coup, qui permet de rediriger les attaques sur un personnage sur lui, pardon. Voilà, et donc après, agilité, robustesse, voilà, ils ont des caractéristiques. Et on a la rigolote. On a la gamine, et elle qui, du coup, quand elle est dans une zone de portail, donc zone de portail c'est ça, ça et ça, donc ça l'oblige de rester dans les zones de portail. Pas forcément, parce qu'après, plus tu augmentes en niveau, plus la zone augmente. Typiquement, là au début, dans la zone, là par contre, il faut que tu sois à une zone au moins d'un portail. Voilà. Si tu as une zone au moins d'un portail, tu peux toujours te reposer comme si c'était une zone sûre. Donc la gamine va plutôt naviguer autour des portails. Et ne va pas partir à l'aventure. La gamine, je disais, voilà, la gamine, elle a l'air sympathique. Hein. Elle envoie des boules de feu. Elle a un tir maîtrise des arcanes. Voilà, bon, pareil, très sympathique celle-là. Voilà, donc je ne sais pas encore quel personnage je vais prendre pour la partie, mais pour l'instant, on est en train
de dérouler un petit peu le fonctionnement du jeu. Alors, le déroulement du tour, c'est pas simple, tu as droit à 3 actions, quoi qu'il arrive. Une course, tu déplaces de 3 zones au maximum. Les ennemis vous suivent. Ajoutez un de feu sur votre investigateur par feu dans la zone que vous quittez. C'est-à-dire que là, on a Sister Beth qui est là. Elle part de là. Elle va se déplacer, elle va courir, elle peut courir de 3 zones. C'est-à-dire que 3 zones, elle peut faire 1, 2, 3. Elle peut aller jusque-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que déjà qu'elle va rentrer dans une zone. Là, il y a des cultistes. Elle peut passer, elle s'en fout. Elle arrive là. Le problème, c'est que les cultistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils la suivent. Donc elle était là, elle a fait un mouvement. Là, elle va être 2 mouvements. Elle va encore faire un 3e mouvement. Non, c'est sa course, pardon. Une course, pardon. Une course, c'est 3 zones. Donc, elle a fait une course. Donc, elle se déplace de 3 zones. Donc, une zone, 2 zones. Tout le monde la suit. Tous les monstres la suivent. Ceux qui sont là. Tous. Les ennemis vous suivent quand on se déplace. Il y a des compétences qui permettent de réduire le nombre d'ennemis qui te suivent. Évidemment. La furtivité, je crois. Tout le monde arrive là. 2e zone, elle décide d'aller là. Elle va là. Qu'est-ce qui se passe? Tous les cultistes la suivent. Elle quitte une zone avec du feu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle va se récupérer un petit marqueur feu sur le coin du nez et le mettre sur sa feuille de personnage. Dernière zone, dernier mouvement, elle était là, elle a fait 1, 2, 3, bon c'est fini, elle ne peut plus. Ça, c'est une action. Elle peut de nouveau courir. Si elle veut attirer tous les monstres du truc, elle court, elle va faire, donc là c'est une zone, une grande zone ici, elle fait 1, tout le monde va avec elle, 2, tout le monde va avec elle, elle récupère un autre token de feu parce qu'elle quitte une zone où il y a du feu, donc elle en met un 2e sur sa feuille de personnage. Voilà. Et il lui reste encore un mouvement, on va dire 3, elle arrive là, et donc du coup tout le monde revient là. Donc du coup elle est un peu la bénile, elle est un peu poursuivie par tout le monde. Voilà. Et là du coup il ne lui reste plus qu'à faire qu'une action, donc soit une attaque, soit un repos, soit un échange, soit une action d'épisode. Alors l'attaque, elle peut attaquer un ennemi et un seul dans la zone, tout simplement, donc celui qu'elle veut. Le repos, il faut qu'elle soit en zone sûre pour se reposer, là elle n'est pas en zone sûre, c'est qu'il y a des ennemis. Un échange, avec tous les investigateurs dans la zone qu'elle, elle peut échanger. Bon, bah, là, il n'y a personne, donc elle n'échange pas. Et l'action du scénario, éteindre un feu, elle peut choisir d'éteindre ce feu-là, par exemple, ou détruire du matériel. Il n'y a pas de matériel, le matériel étant ici, elle aurait pu détruire le matériel. Alors bon, cet exemple-là n'est pas forcément crédible, parce que du coup, au prochain tour, elle va se prendre 4 paluches dans la tête, des 4 cultistes qui sont là. Et voilà, c'est pour vous montrer un peu le mécanisme de déplacement. Alors, ils étaient comment? Il y en avait 2 là, un là, comme ça. Et toi, t'étais où? T'étais dans la zone de feu? Oui, t'étais là. Tac. Voilà pour les déplacements. L'attaque. L'attaque, c'est simple. L'attaque, bah, tu fais une attaque contre un ennemi dans ta zone. Donc l'attaque, tu lances tes 3 dés noirs et tu vois ce qui se passe. Là, typiquement, si Sister Beth, elle arrive ici, elle va taper sur lui. Donc là, elle fait un mouvement pour aller là. Une attaque, elle fait 1, 2, elle monte sa folie de 1. Là, il ne se passe rien. Donc elle inflige 2 de blessures à un des cultistes. Les cultistes, on voit qu'ils ont 2 points de vie, donc elle arrive à tuer un cultiste. Première attaque. Deuxième attaque. 1, 2, le cultiste, 2 points de vie. Le cultiste il meurt. La zone est dégagée. Ça veut dire que elle a fait ces 3 actions. Une action de déplacement, 2 actions d'attaque. Elle va piocher ensuite une carte mythe, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et après, elle va enquêter ou combattre. Dans une zone sûre, elle va piocher une carte découverte, parce que la zone maintenant est désormais sûre, il n'y a plus d'ennemis. Il y aurait une zone avec des ennemis, les ennemis auraient attaqué. Du coup, imaginons que les cultistes seraient restés là. Je prends la fiche du cultiste. Le cultiste, il a quoi? Il a 2 dés verts pour attaquer. Je lance 2 dés verts, je vois ce qui se passe. Là, je fais tac-tac, il inflige 2 blessures à Sister Beth qui est ici. Deuxième cultiste, une blessure. En un tour, tac, sur ses 5 points de vie, Sister Beth serait arrivée 1, 2, 3 ici. Voilà. Ça, c'était pour le combat des ennemis. Investiguer, c'est facile. On prend la carte qui est là, on la tourne et on résout les effets. Alors, vous allez voir que ce sont des cartes que l'on va pouvoir glisser
à droite ou à gauche de notre feuille du personnage, soit ici, c'est une carte découverte que l'on met là, soit là, en fonction de là, parce que du coup je prends une carte au pif et on peut choisir, bon pas celle-là, mais celle-là, déjà on fait, on peut suivre une blessure pour acquérir le bêcher, et ça c'est un objet que l'on met, du coup, qui va se glisser comme ça. Donc il n'y a pas de limite à ce qu'on peut avoir comme carte ici. Il y a des cartes, ça nous fait un choix à gauche, un choix à droite, et on choisit ce qu'on veut faire, et du coup on met la carte de l'un côté ou de l'autre comme ça. Tout simplement. Et après ces cartes-là peuvent se combiner entre elles. Il y a des cartes qui peuvent se combiner entre elles pour créer des cocktails Molotov par exemple, ou des cartes qu'il ne faut surtout pas avoir en commun. Il y a des cartes avec, je sais pas, des personnages qui peuvent pas se blairer, je crois. Donc voilà. Que dire d'autre? Ensuite, on est passé à la fin du tour. Et après, on change de joueur, tout simplement. La fin du tour, évidemment, est important de savoir qu'on lance un dé noir par feuille, par token feu sur la fiche, et on défausse ses pions. Donc ça peut nous faire des blessures. Si jamais, quand on fait la fin du tour, c'est où? Le feu. On prend un succès, on subit une blessure, et on perd une santé mentale. Pour chaque tentacule. Voilà. Comme d'habitude, hein, grosso modo, il n'y a pas de tortification. Hein. Sur du feu, si tu as ça, tu subis une blessure. Si tu as ça, tu subis une tentacule. Si tu as l'étoile, tout se passe bien. Si tu as ça, par contre, tu as les deux dans ta trogne. Voilà, tout simplement. C'est relançable. Tant que tu as du stress, tu peux relancer ces dés également. Il n'y a pas de problème. Je pense avoir fait plus ou moins le tour. J'ai parlé des phobies, j'ai parlé des personnages, j'ai parlé de la mise en place, j'ai parlé de la progression de Cthulhu sur le plateau de jeu. Alors Cthulhu, je vais peut-être le descendre un petit peu, peut-être pas la peine qu'il soit si haut, mon ami Cthulhu, voilà. Voilà, donc en mode solo, il nous recommande de commencer de jouer avec 2 personnages, c'est ce que je vais faire pour la partie qui va suivre. Donc je vais prendre 2 personnages au pif, ou ouais, je sais plus trop. Et puis voilà. Donc je sais pas qui je vais prendre. La gamine a l'air à ma foi fort sympathique. Ça me rappelle, ça s'est fait penser à. C'est quoi? C'est Annie dans League of Legends? Non, Annie, c'est ça? Je sais plus comment ça s'appelle, la petite nounours qui meurt là. Voilà. Fatima. Alors Fatima est bien aussi parce qu'elle permet de contrôler les cartes mythes. Donc de ralentir la progression du grand ancien. C'est pas mal. Donc elle a de l'agilité. En autre compétence. Donc tu peux te déplacer d'une zone supplémentaire quand tu cours. Voilà. Sinon, tu as une action gratuite de plus par tour. Tu peux emmener du coup un gars avec toi lorsque tu quittes une zone. Et tu disposes d'une action gratuite par tour, carrément. Et maîtrise des arcanes, tu peux considérer que les trucs là sont considérés comme des succès. Ça, c'est plutôt bien. Annie, c'est pareil. La gamine, c'est pareil. La gamine, elle contrôle les portails, mais elle a également un tir qui permet d'attaquer à une zone à distance. Et également, elle maîtrise des arcanes. Donc, elle envoie des boules de feu. Donc, ça c'est bien. C'est une bonne combinaison. Fatima, donc, qui contrôle les cartes mythes. Sister Beth, alors Sister Beth, elle a fait du corps à corps. Corps à corps, c'est bien, parce que d'un névrosisme, chaque tentacule compte comme un succès, mais également comme une tentacule. Vous pouvez compter n'importe quel nombre de tentacules comme des succès. Ils comptent également comme des tentacules. Là, tu en comptes un. Là, tu en comptes n'importe lequel. Tu récupères une vitalité pour chaque tentacule que vous comptez comme succès. Et de plus, donc ça s'active. Voilà, parce que là, il est marqué à la place. Voilà, donc du coup, à la place, donc ça, c'est à la place de ça. Mais ça s'active en étant ça, tu peux faire les deux en même temps. Et là, de plus, si vous obtenez au moins 2 tentacules, vous pouvez ajouter 3 à votre test. 3 succès à votre test, ça c'est bien. Le corps à corps, tu gagnes un dé vert quand tu attaques une cible dans ta zone. Quand tu attaques, tu peux cibler n'importe quelle autre figurine dans ta zone. Tu répartis les blessures comme tu veux. C'est plutôt bien. Tu disposes de 2 relances gratuites quand tu attaques une cible dans ta zone. Et enfin, quand tu attaques des figurines dans ta zone, tu infliges le nombre des blessures la totalité des blessures à chacune d'elles. C'est-à-dire que tu fais 4 succès, paf, tout le monde prend 4 blessures. Pas mal. Robustesse. Ça permet de relancer les dés du feu, par exemple.
et après, tu peux réduire de 1 les dégâts que tu subis. Et là, de 2 les dégâts que tu subis. Rasputin, immortalité, c'est-à-dire que quand il est blessé, il revient. Maîtrise des arcanes et corps à corps. Donc lui, il est plutôt cool, lui, parce qu'il fait un peu de corps à corps. Il revient à la vie, il a maîtrise des arcanes. Donc il y a moyen de faire... je pense que je vais faire un petit combo. Un petit combo de feu. La gamine et Rasputin. La gamine pour son contrôle des portails. Pour son tir à distance. Et également qui permet donc du coup de maîtriser les arcanes. Donc elle tire à distance, mais avec en plus le fait de rajouter ça. Rasputin, qui lui a pareil la maîtrise des arcanes, donc il considère ça comme étant un succès, mais en plus qui combat au corps à corps, et qui tape fort au corps à corps, et du coup qui peut revenir à la vie. Ça peut être intéressant. Je pense que je vais partir sur ces deux-là. Les autres sont sympas aussi, hein. Sauvagerie, là, quand vous attaquez, tu as fait une blessure supplémentaire à la cible s'il n'y a aucun autre ennemi, donc si elle est vraiment seule dans la zone, bah, elle tabasse, quoi. Elle est en furtivité, la furtivité c'est ça, ce qui permet de se déplacer sans des feintes, en fait, du coup. Quand tu fais une feinte, un ennemi ne te suit pas. Voilà. Sur le corps à corps agilité, voilà. Ils sont tous bien. Hein. Ils sont tous bien. Mais bon, je pense qu'on va partir sur ces deux. On va partir sur Rasputin et sur la gamine. Donc du coup, je vais prendre la gamine ici, Rasputin ici. Voilà. Donc du coup, on va préparer nos personnages. C'est simple. Hein. On met la gamine dans le vert, par exemple. Rasputin dans le orange. Voilà. On va leur mettre les petits tentacules sur les... Alors je vais mettre Rasputin ici et la gamine ici, voilà, là, de façon à pouvoir accéder à tout ça. La gamine là, Rasputin là. Donc la gamine elle est verte, donc je lui mets ces petits tentacules sur les points de départ. Donc toi tu es là, et hop, hop, hop. Donc la gamine en fait avec son contrôle des portails, le but ça va être de naviguer autour des portails, ici et ici et ici, de façon à ce qu'elle puisse être le plus efficace possible. Tandis que Rasputin, lui, avec son immortalité, il va pouvoir foncer dans le tas, entre guillemets, de façon à pouvoir aller taper la tête à tout le monde assez rapidement grâce à ses capacités au corps à corps et à sa maîtrise des arcanes. Voilà. Ça va être le token de premier joueur, parce que du coup, savoir du coup quel est le premier joueur en fait. Hein. Même si tout seul, c'est pas très important, ça permet de savoir du coup qui a joué, qui n'a pas joué. Voilà, simplement. On va leur choisir des... je vais leur choisir tirer au pif des... phobies. Donc du coup, la gamine aura ça, Rasputin aura ça. Alors, voyons voir. La gamine, elle a la crise psychotique. Déplacez-vous dans la zone la plus proche qui contient au moins une figurine. Si d'autres figurines occupent votre zone, ne vous déplacez pas. Ouh là là. Ensuite, infligez 2 blessures à toutes les autres figurines si dans votre zone. Ok. Donc grosso modo, faut pas qu'elle reste à côté de Rasputin, quoi. Parce que grosso modo, quand ça va se déclencher, elle va infliger 2 blessures à tout le monde. Figurine, hein. Figurine, c'est grand ancien, monstre, copain, cultiste, etc., etc. Donc voilà pour sa phobie à elle. Et enfin, pour Rasputin, ça va être quoi? Ça va être l'hypocondrie. Il subit un stress pour chaque blessure qu'il a subie. Si j'ai pas de blessure, je récupère tout son stress. Ne comptez pas les blessures des compagnons, parce qu'effectivement, on peut avoir des compagnons. Les cartes qu'on peut mettre ici sur les côtés, là et là, peuvent être des cartes de compagnons. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette petite vidéo d'initiation rapide aux règles de Cthulhu Death Medaille. Et on va enchaîner sur une prochaine partie, voilà, le temps de la faire. Donc je pense que ça viendra le lendemain de cette vidéo, tout simplement. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien. Bye bye.